c'est, je pense, le mandat qui m'a le plus plu dans tous ceux que j'ai exercés dans les années précédentes. Bernard Folliat, bonjour. Bonjour Laurent. Président du MEDEF, vous rendez votre tablier, si vous me permettez l'expression, ce vendredi durant l'AG. 9 ans de présidence, quel beau parcours. Il reste encore 2 jours, mais c'est vrai que vendredi à midi, je remets ma démission et donc une nouvelle équipe sera vraisemblablement élue vendredi. Qu'est-ce que vous retenez de ces 9 ans ? C'est ce que je pense que tu allais me poser comme question, mais je trouve que ces 9 années ont été pour moi très riches. C'est, je pense, le mandat qui m'a le plus plu dans tous ceux que j'ai exercés dans les années précédentes, puisque j'ai quand même exercé des mandats aux ACDI quand j'étais tout jeune, président d'un CFAI, à la CCI, différents mandats. Et celui de président du MEDEF, ça a été celui qui a été le plus riche, le plus dur en termes de développement, puisque on n'a que les ressources des adhérents. Donc les ressources des adhérents, ça veut dire qu'il faut aller chercher des gens qui ont envie de militer comme nous pour la cause patronale. Une image aussi qu'il faut démocratiser, parce qu'on pense que MEDEF, que ce n'est que les grandes entreprises, mais ce n'est pas le cas. Et en Savoie, c'est surtout des petites entreprises. Donc il faut trouver les bons mots, beaucoup d'humilité dans le langage, et puis apporter des services, apporter des clubs, apporter des lieux de rencontre. Alors moi, je vous ai trouvé très discret au niveau communication avec nous, non, mais globalement, vous étiez un président soft aux yeux du grand public. Alors, si tu veux me pousser dans ce que je regrette de mes 9 années de président du MEDEF, c'est, je dirais, 3 points. Le premier, c'est que je n'ai pas pris assez de temps avec les mandataires. Les mandataires, ça veut dire quoi ? Ça veut dire 90 chefs d'entreprise qui ont des mandats, qui représentent les entreprises, à l'URSSAF, à la CAF, au Conseil des prud'hommes, à la médecine du travail, à l'université, à la CPAM. Donc ils ont 90 qui passent leur temps, parce que bien évidemment c'est bénévole, qui défendent les entreprises. Et moi personnellement en tant que président, je n'ai pas su leur apporter suffisamment d'aide. Et ça c'est un premier regret. Je pense que l'équipe prochaine saura trouver les mots et sûrement le temps nécessaire. Alors quand on vous connaît, qu'on vous côtoie, on sait que vous avez une personnalité très trempée, si je puis dire. Merci. Donc mais c'est plutôt bien, c'est comme ça qu'on réussit, je pense, dans la vie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et oui, mais je pense aussi à un deuxième, là, qui avait été un challenge que je m'étais donné sur les 9 ans, ça avait été de cranter la relation avec les élus. Ça, c'est un regret, on n'y est pas arrivé. Pas suffisamment. Qu'est-ce qui a manqué ? Il a manqué que chacun est dans son couloir de nage, c'est-à-dire que les élus nous considèrent encore, nous les chefs d'entreprise et les entreprises, comme une variable d'ajustement budgétaire, c'est-à-dire qu'on se sert de nous en disant « j'ai besoin d'équilibrer mon budget ». On tire dans la caisse, c'est ça ? Pour le versement mobilité, pour la taxe foncière, et on ne nous écoute pas, ou du moins on ne nous demande pas notre avis en amont dans les comités techniques. Et ça étouffe les entreprises, on est d'accord aujourd'hui. Je trouve ça dommage parce que la relation avec les élus, elle est nécessaire en Savoie. Elle est nécessaire pour le développement de l'économie, elle est nécessaire pour l'emploi. Et je trouve que nos élus ne nous utilisent pas suffisamment. Pourtant, vous avez posé le point sur la table à plusieurs reprises. À plusieurs fois. Je sais que vendredi, il y aura énormément d'élus qui vont venir. Donc ça veut dire que ce n'est pas perdu, que la cause n'est pas perdue et que peut-être l'équipe prochaine va trouver les bons mots, les bons moyens pour travailler avec nos élus. Pour rabâcher, quoi. Pour rabâcher. Comme les élus. Voilà. Et puis, si vous me permettez l'expression. Et puis le troisième point, puisque tu me pousses sur effectivement qu'est-ce que je regrette, je pense que j'ai été avare de parole. C'est-à-dire que j'ai été un président discret au niveau du grand public, très présent avec les chefs d'entreprise, un peu trop discret dans le grand public, pensant que la parole devait être faite par le national et que je ne l'ai pas suffisamment relayée au niveau local. Du coup, une personnalité un peu difficilement abordable ? Ouais, j'étais avare de parole en pensant que la parole devait être bien posée à des moments précis et qu'un excès de parole faisait qu'on devenait inaudible. Mais c'est peut-être, à mon avis, une erreur avec actuellement ce qui nous arrive, avec le budget de l'État, avec toutes les grandes causes qu'il va falloir que l'on relaie au niveau du grand public. On a listé les regrets, maintenant on va lister les succès. Alors les succès, c'est un MEDEF qu'on a pris avec très peu d'adhérents, puisqu'on a démarré avec Marine Cocan et je. Qui est très active. Hein. Non seulement très active, mais je me félicite d'avoir trouvé cette personne à un moment en 2016 que je ne connaissais pas et qui m'a dit « Ok, on prend le challenge ensemble ». D'ailleurs, par rapport à des grandes institutions, il y a très peu de personnes qui travaillent au MEDEF, mais elles sont très actives parce que je crois que ce sont des drôles de dames, si vous me permettez l'expression. On était 2 collaboratrices au départ, ils sont 7 à aujourd'hui. Donc ça veut dire que le MEDEF a trouvé son rythme. Et Marine a fait un travail fabuleux et elle porte une grande responsabilité dans le succès du développement du MEDEF Savoie aujourd'hui.
Alors, le succès du MEDEF, c'est rendre service aux entrepreneurs et aux entreprises. Ça, c'est le point fort, puisque vous avez déployé plein de services. Et c'est quoi d'autre encore en Savoie? Alors, je pense qu'il faut que le MEDEF Savoie, puisqu'il a une représentation locale, puisse parler avec tout le monde, avec toute la population savoyarde, et explique que maintenant, on est arrivé pratiquement dans le mur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne veut pas laisser à nos enfants un champ de ruines, si on veut continuer ce qui est chez nous le plus important, qui est quand même la gratuité de la santé, des grandes avancées sociales, eh bien, il va falloir qu'on trouve maintenant les moyens de les financer. Je vais te donner un exemple. Je suis souvent dans des pays pour aller chercher du café ou autre chose, et j'ai un exemple bien précis en tête qui m'a beaucoup marqué, qui est, j'étais à un hôpital au fin fond presque à la frontière birmane, au fin fond de la Thaïlande. Pourquoi j'étais à cet hôpital? Parce que j'accompagnais quelqu'un qui s'était blessé, mais vraiment 3 fois rien. Et quand je suis arrivé, il y avait une dame qui hurlait de douleur et qui n'est pas rentrée à l'hôpital. Pourquoi elle n'est pas rentrée à l'hôpital? Parce qu'on lui a dit, madame, vous n'avez pas les moyens de payer. Eh bien, elle repartait. Comme tout le monde, j'aurais fait exactement les mêmes choses. J'ai pris $200 et elle a pu se faire soigner. Mais j'ai compris à ce moment-là ce que c'était que la gratuité de la santé. Ça voulait dire que les gens qui n'avaient pas les moyens de payer, ce qui est en France quelque chose de complètement ordinaire, eh bien, ils retournent se faire soigner chez eux dans des conditions déplorables. Et une santé française qui n'est pas toujours respectée. Quand on va aux urgences, il y a toujours quelqu'un qui hurle, qui veut bousculer un peu les choses. L'éducation en France joue aussi beaucoup sur notre économie finalement. Alors, nous avons un système de santé que tous les pays du monde nous envie et qui est merveilleux et qu'il faut essayer de sauvegarder. Mais ce système de santé, eh bien, il commence à avoir ses limites parce qu'on n'est sûrement pas raisonnable dans les dépenses de santé et qu'il va falloir trouver quelque chose. Il faut le garder. Mais on n'est pas raisonnable en tout quelque part. Transition écologique, ambition militaire, une économie qui doit se renouveler avec l'arrivée de l'IA, on ne sait pas où on va. C'est inquiétant. Et c'est les entrepreneurs qui doivent toujours payer. Mais ça ne pourra pas durer. Parce qu'on a 3 000 milliards de dettes. Et qu'est-ce que c'est que ces 3 000 milliards de dettes? Vous avez une solution pour effacer 3 000 milliards de dettes? Sûrement pas. Aujourd'hui, sûrement pas. C'est banqueroute alors? Ça veut dire qu'on a fait financer nos dépenses de santé, nos dépenses d'éducation par une dette qu'on laisse à nos enfants, avec qui on leur dit bonne chance. Nous, on a profité de tout ça. Comment vous voyez les choses dans 50 ans? On ne sera plus là, nous. Mais... Non, bien sûr, mais c'est un vrai scandale. C'est un vrai scandale et personne veut actuellement rendre un budget équilibré en France. C'est-à-dire qu'on continue à dire, c'est pas grave, 3%, 4% de dépassement du PIB, c'est pas grave. Si, c'est grave, parce que ça rajoute 50, 60, 70 milliards de dettes. La tendance est à la politique courte. On va bientôt passer sur des élections municipales, nationales, etc. Et j'ai l'impression qu'il faut faire rêver un petit peu les gens. Et puis, le public, avec le digital, veut tout de suite. Donc, en fait, il faut absolument apporter des réponses. Elles ne sont pas toujours valables. C'est le vrai dilemme entre les gens qui disent « demain, on rase gratuite » et puis ceux qui disent « attention, on va dans le mur ». Donc on a une population qui pense que l'argent est facile, qu'il suffit d'aller le chercher là où il est. C'est ce que racontent quand même pas mal de politiques. Et puis des politiques plus raisonnables qui disent non, c'est pas vrai, tout ça c'est faux. Est-ce qu'on peut dire que l'argent ne vaut plus rien aujourd'hui? Non, je pense pas, parce qu'elle est quand même le fruit d'un travail. Elle est le fruit d'investissement. Et je pense que l'argent, c'est quelque chose de très sérieux. Parce que des gens travaillent énormément pour gagner leur vie. Et je pense qu'il faut respecter l'argent au contraire. Il y a beaucoup qui travaillent et puis il y a beaucoup d'entreprises qui manquent de profils. Les recrutements, on essaye toutes les solutions et finalement j'ai l'impression qu'il y a toujours un blocage. Oui, avec le grand jeu disant les jeunes ne veulent plus travailler, c'est pas vrai. Certains jeunes, pas tous. C'est pas vrai. Moi, j'ai une entreprise de 300 personnes. Ça a toujours été. J'embauche plein de monde et derrière, on a des jeunes qui travaillent. Alors, ils resteront pas 35 ans dans une entreprise qui était le modèle de leurs grands-parents ou de leurs parents. Mais générations à peur. Ils resteront 8, 10 ans, mais c'est très bien. C'est peut-être pas plus mal pour l'entreprise. Et puis c'est pas grave. Tout évolue très vite. Parce que l'entreprise va s'adapter à ça. Alors, on parle des grandes entreprises qui sont taxées, mais les petites et moyennes entreprises, il y en a beaucoup en Savoie, elles subissent le même problème. Elle est encore pire. Encore pire parce qu'une grosse entreprise, eh bien, elle a des moyens que n'ont pas les petites entreprises. Hier, j'étais avec un chef d'entreprise qui me disait que il avait 85% de son chiffre d'affaires en masse salariale. Ça veut dire que dès qu'un élu touche le versement mobilité en disant on va augmenter le versement mobilité de 0,5 sur la masse salariale, lui, c'est pratiquement la moitié de son résultat qui disparaît.
Président du MEDEF jusqu'à vendredi midi. Si c'était à refaire, quelle décision prendriez-vous? Et si vous aviez plus de pouvoir encore, quelle décision prendriez-vous? Alors, un président de MEDEF, ça n'a pas de pouvoir. Hein. Ça n'a que le pouvoir de s'exprimer. La représentation des entreprises, et il faut le faire avec leur accord, et il faut qu'on ait le ton juste. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise ne comprendrait pas que d'un seul coup, je fasse un discours très politique, parce que lui aurait des tendances qui ne sont pas les miennes. Donc, il faut respecter ça, et on doit défendre l'économie de notre département, l'emploi de notre département. Ça, c'est les points les plus importants, et c'est le rôle du MEDEF. On a tendance à dire que la Savoie est un beau département pour faire du business, mais on voit bien qu'en Savoie, il y a des problèmes, il y a beaucoup de dépôts de bilan aussi. Chaque semaine, le tribunal de commerce nous les communique, ça devient presque inquiétant. Alors, c'est inquiétant, puisque effectivement, nous n'étions pas habitués à avoir une petite récession. Nous avons la chance d'avoir des stations qui ont fait une très belle saison, et ce ruissellement, eh bien, il va aussi impacter les entreprises, ou du moins il va favoriser les entreprises du département. Moi qui connais quand même pratiquement tous les départements français, nous sommes dans un département très privilégié, avec des taux d'emploi très, très faibles, des taux de chômage relativement faibles, une croissance encore un peu plus élevée qu'ailleurs, et donc nous sommes encore dans un département qui profite de la présence de Genève, qui profite de la présence de l'Italie, qui est très bien placée et qui est en plein développement. Avec les Cafés Folliet, vous êtes un entrepreneur reconnu au niveau national et international. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce que ça vous a apporté réellement, personnellement, le MEDEF? Une exigence personnelle. C'est-à-dire que je ne pense pas que ça a apporté quelque chose à mon entreprise, et que ce n'était pas le but du tout. On est bien d'accord, vous étiez très discret, trop discret, on l'a dit. Pas du tout là-dessus, ça ne devait être pas du tout quelque chose qui était fait pour l'entreprise. Pour un développement personnel, bien sûr. J'ai appris à parler en public un peu mieux que je le faisais avant. Tu vois, c'est pas merveilleux encore maintenant. J'ai appris à préparer mes interventions. J'ai appris que quand je parlais, eh bien, je représentais des chefs d'entreprise dont, avant d'être président, j'avais un grand respect. On n'arrête pas un Bernard Folliet? Qu'est-ce qu'il fera après le MEDEF? Eh bien, il va continuer à s'occuper de son entreprise, parce que j'ai encore des grands projets là-dessus. Et puis, c'est normal de lâcher. C'est presque trop, 9 ans. Et je me suis trop, battu, mais trop disputé avec des gens qui restaient trop longtemps à leur poste. Et je pense qu'il faut passer la main, ça va être une autre dynamique. Pourtant, vous étiez attaché, on sentait que vous aimiez ce rôle de président. Mais c'est très bien, heureusement qu'on est attaché à ça, parce que ça demande beaucoup d'abnégation et beaucoup de temps disponible pour faire ça. Mais je pense qu'il faut passer la main, et l'équipe qui va arriver derrière moi, si elle est élue vendredi, ce qui normalement devrait se faire, elle va être très 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 dynamique. Convaincu qu'il faut toujours investir en France? Convaincu qu'il faut toujours investir en France. C'est un très beau pays. Merci Bernard Folliet. Merci.